Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois, au cours des 2 prochaines semaines, M. Danny Gagnon, pilote et homme d'affaires. Danny a commencé sa carrière dans les communications avant de bifurquer vers une carrière en aviation. Il a fondé par la suite Chrono Aviation en 2012 avec son associé Vincent Gagnon. J'avais très envie de recevoir Danny car j'ai complété en jeune âge une licence de pilote privé et même envisagé, à une certaine époque, de faire carrière en aviation. Au cours de l'entretien, vous apprendrez d'abord ce qui a amené Danny dans le monde de l'aviation et je crois que vous serez surpris et amusé. Mon invité m'explique aussi, entre autres, au cours de cette entrevue, comment devenir pilote professionnel. Nous abordons également quelques-unes des similitudes entre la carrière de pilote et celle de chirurgien. Nous en profitons donc pour discuter de tout ce qui concerne le monde de l'aviation. Bonne écoute et surtout, bon vol! Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La Santé au-delà des mots. Groupe Conseil Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, le groupe TIGE, Eurofin Environex et Go Mouton. Danny, bonjour. Salut Jean-Pierre. Ça va bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation du balado La Santé au-delà des mots. Je te rejoins à Saint-Hubert dans tes bureaux. Là. Je vois un avion à l'arrière, donc ça trahit ton métier de pilote. J'ai pas un grand décor, j'ai juste un avion comme décor. C'est assez sobre, dit-on, comme bureau. Mais merci de me recevoir. Écoute, ça trahit quand même tes passions. Là. Donc, je voulais te parler pour plusieurs choses. D'abord, la carrière de pilote m'intéresse parce que j'avais moi-même fait ma licence de pilote privé à l'adolescence. Chose que je n'ai pas poursuivie là, pour plusieurs raisons à l'époque. Là, je me destinais déjà à la médecine. Puis même la médecine semblait un choix plus facile à l'époque. C'était comme un cursus qui était facile. On avait des bonnes notes, on progressait, on rentrait à l'université. La carrière de pilote, pour moi, à l'époque, tu pourras me l'expliquer, mais c'était pas si clair que ça. Où est-ce qu'on s'en allait? Dans quelle direction? J'avais des problèmes de myopie. J'étais pas très sûr si ça freinait ma carrière. Donc, toujours est-il qu'on rejoigne... C'est flatteur pour le métier de pilote, ce que tu racontes, parce que, en fait, à mes yeux, c'est tout le contraire. Je veux dire, devenir pilote, pour moi, c'est très simple et à peu près n'importe qui peut le faire, alors que s'en aller en médecine, tu l'as dit, ça prend des super notes, puis il faut être extrêmement discipliné et très studieux. C'est pas vraiment le cas de l'aviation, mais c'est mon humble opinion. C'est un peu pour ça que je me suis retrouvé là en passant, je t'en parlerai, mais si j'avais été bon à l'école et studieux, j'aurais probablement pas fini pilote. Unique Média, une agence de conception web et vidéo innovante, vous offre une gamme complète de services sous un même toit. Que ce soit pour créer un site web, lui donner une toute nouvelle vie avec une refonte, produire une vidéo corporative de premier plan ou concevoir un projet de motion design qui en met plein la vue, l'équipe d'Unique est là pour transformer votre vision en réalité. Pour découvrir l'ensemble de nos services et en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons concrétiser votre vision, visitez notre site web à uniquemedia.ca, unikmedia.ca. Mais donc, finalement, qu'est-ce qui t'a amené à la carrière de pilote? Écoute, je te mentirais pas, moi je suis devenu pilote par accident.
et par orgueil. Parce que jamais de ma vie, j'ai voulu être pilote. J'ai jamais rêvé. Tu sais, souvent, ça va être cliché de dire, depuis que j'étais petit, je voyais les avions dans le ciel, puis ça m'intéressait. Puis, pas du tout. J'ai jamais eu, ne serait-ce qu'une mini passion pour l'aviation quand j'étais plus jeune. Je n'ai jamais manifesté le désir d'être pilote. Moi, mon dada, puis ce que j'ai toujours voulu faire depuis, je te dirais que j'avais 12 ou 13 ans, quand j'ai su, je voulais être animateur. Je voulais faire de la radio, puis je voulais faire de la télévision. C'était ça que je me voyais faire comme carrière. Puis, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé très jeune en faisant de la disco mobile à l'époque. J'ai fini par acheter la compagnie Disco Mobile où j'animais. J'ai commencé très jeune à la radio comme géo. J'étais pas animateur encore, mais je faisais des événements, de l'animation de foule, puis des trucs du genre, jusqu'à ce que j'obtienne ma propre émission de radio. Puis ensuite, la télévision est arrivée dans le décor. Je suis devenu journaliste à TQS. À l'époque, c'était en pleine guerre des moteurs. Alors, ils ont misé, quand je dis ils, c'est TQS avait misé beaucoup sur le fait que je n'étais pas connu du tout. J'étais un jeune journaliste, j'avais une nouvelle figure et ils m'ont affecté à la guerre des moteurs pendant presque 2 ans. J'ai capoté, j'ai adoré ça. J'avais 22 ans à l'époque, tu sais, puis ça brassait, puis il y avait de l'action, puis c'était un milieu qui m'intéressait parce que, tu sais, c'était comme bad boy. Puis moi, ma job, tu sais, j'étais pas policier, mais c'est comme si je travaillais avec eux autres pour essayer de découvrir, tu sais, quel gars a fait quoi. Puis, alors, j'ai eu bien du fun à faire ça. Puis, ma carrière de télé allait très bien. Puis, quand la guerre des moteurs a terminé, là, il y a eu le Sommet des Amériques en 2001. Puis, il y avait encore un peu d'action. Mais quand l'action a commencé à s'effriter, là, ils m'ont donné un emploi de lecteur de nouvelles. Je suis bien trop jeune pour faire ça. Là. J'avais 26 ans, puis je portais des vestons double breast, puis j'animais une émission de nouvelles le midi avec Gérard Deltel, avec qui je suis encore bien copain. Mais donc, j'ai quitté le journalisme, puis je suis devenu animateur après ça. Puis là, tout ça pour dire, je te fais une longue histoire pour arriver à ta question, mais j'ai fait 21 ans de carrière en animation, puis mettons, à l'année 5 ou 6 de cette carrière-là, tout le monde me disait « Danny, tu es assis sur un siège éjectable, sans faire de lien avec l'aviation, mais c'est comme ça qu'on va le présenter, parce qu'on me disait la télé, c'est traite. La journée où tu vas perdre tes cheveux, ou que tu vas prendre 30 livres, ou que tu ne seras pas la saveur du mois, tu vas perdre ta job à la vitesse de l'éclair. » On m'a toujours dit, je me souviens, Mario Grenier à l'époque, il me disait « Tu vas savoir, tu vas apprendre que c'était ton dernier show après ton dernier show. » C'est-à-dire qu'ils ne t'avertissent pas d'avance. Non, c'est ça. Alors, j'ai toujours un peu peur de perdre mon emploi, sachant que j'avais rien pour me lancer ailleurs. C'est-à-dire que je n'avais pas de diplôme. Moi, j'ai commencé très jeune. Pas de donc, filet j'avais de un secondaire sécurité. 5. Non, j'avais. Puis, tu sais, un secondaire 5, là, tout le monde sait que ça ne mène plus nécessairement très loin. Là, si tu veux faire une carrière de médecin ou d'avocat, ou, tu sais, ça ne marche pas. Là. Si tu veux avoir une grande carrière, ça prend des études. J'avais rien. Alors, moi, à l'époque, j'avais plusieurs amis qui étaient pilotes de ligne déjà, qui volaient pour Air Transat, Air Canada. Puis, j'ai eu la chance de voyager avant les attentats de 2001. Ces gens-là avaient le droit d'amener des invités dans les cockpits. Alors, moi, j'ai eu la chance de faire quelques vols avec des chums qui étaient pilotes, puis pas des petits vols. Là. J'ai volé dans des cockpits de Boeing 767 pour aller en Jamaïque. Puis, tu sais, là, je voyais travailler, puis je voyais l'atterrissage, puis je trouvais ça beau. Puis, un vol que j'ai fait avec mon partner, qui est mon grand chum aujourd'hui, Vincent Gagnon. On a le même nom, mais pas dans la famille du tout. J'avais rencontré Vincent dans un bar. Il m'a été présenté. Qu'est-ce que tu fais, Vincent? Moi, je suis pilote. Ah ouais, toi, t'es le gars de la TV. Oui. Hey, t'es pilote, tu dois avoir des passes. Oui, on va-tu en voyage? Un peu vite de même. Mais après, le premier vol que j'ai fait avec lui, sans vouloir le vexer, j'avais juste dit, hey, vous faites rien. Ça a l'air donc bien facile, cette job-là. Puis, il n'avait rien dit sur le coup. Parce qu'il faut comprendre qu'une fois que tu es en altitude là, sur l'autopilote, il ne se passait pas grand-chose. On est en route vers la Jamaïque, on a 4 heures de vol, les gars comptent des jokes, on mange dans le cockpit. T'sais. À part un call radio de temps en temps, moi, je me disais, mais voyons, ils font rien. On a le temps de compter des jokes. Mais quand je lui ai dit qu'il ne faisait rien et que ça avait l'air facile, ça l'avait un peu pincé, assez pour qu'à notre retour de voyage, en arrivant à l'aéroport de Québec, Vincent, c'est lui on était avec sa voiture, c'est lui qui avait conduit parce qu'il y avait le stationnement fourni avec Air Canada à l'époque. On avait pris sa voiture.
Puis il m'a débarqué devant l'école Pro Aviation, puis il m'a dit, si c'est si facile que ça, fais-le. Quand même. Puis juste par orgueil, un genre de I dare you, t'es pas game, ben j'ai monté l'escalier de Pro Aviation, puis j'ai dit salut, je m'en viens m'inscrire à mon cours de pilote privé. Et je me suis inscrit pour vrai en me disant, puis je m'excuse, mais j'ai dit je vais y fermer la gueule, je vais le faire pour vrai, tu sais, en voulant dire ça. Fait qu'au début, c'était juste un gag dans ma tête, puis je ne sais pas à quel point je me prenais au sérieux moi-même. Tu sais, c'était juste pour dire, regarde, je me suis inscrit, hein, ta gueule. Puis là, j'embarque dans l'auto, puis il fait comme, ben voyons que tu t'es inscrit. Ben oui, je me suis inscrit. Alors, je suis allé faire mes premières leçons. Évidemment, ça commence avec la théorie. Puis c'était le soir, parce que ça cadrait bien avec mon emploi de journaliste, parce que le bulletin de nouvelles terminait à 18h30 à l'époque. Puis le cours était à 19h le soir. Fait que j'allais faire de la théorie, moi, le lundi soir, après ma journée de travail. Mais le mardi, je pouvais me préparer une petite heure de louche pour aller voler. Donc, j'appliquais le lendemain la théorie que j'avais appliquée la veille. Moi, je trouvais ça très facile d'apprendre parce que j'avais pas, tu sais, j'ai souvent donné l'exemple de quelqu'un qui veut devenir avocat ou médecin où tu passes des années dans des salles de cours avant de te mettre les mains dedans. Puis, je me voyais vraiment pas, avec un emploi à temps plein, m'asseoir sur un banc d'école de soir pour me faire un bac en X matière. Là. Je me dis, mettons que je veux un bac puis je veux un backup. Je trouvais ça difficile comme idée, alors que le pilotage, quand j'ai commencé, je me dis, OK, j'applique le lendemain ce que j'apprends la veille, je le retiens bien, je l'applique, je pense que ça va fonctionner, ça va être cool. Et je suis obligé de te dire que mes 6 premiers vols que j'ai faits à l'époque avec mon instructeur, Vicky, moi, j'étais pas malade pendant le vol, j'étais malade en revenant au sol. Je sais pas pourquoi. C'est un genre de mal de l'air, mais qui kickait quand j'arrivais au sol. Fait que je me posais, puis en débarquant de l'avion, là, 15 minutes après, ça me prenait un petit coin, puis ça marchait pas, là, j'étais vert. Puis le 7e vol que j'ai fait, je vais me souvenir toute ma vie, Vicky m'avait dit, Danny, là, c'est peut-être pas pour tout le monde, ça, là. Hein. Fait que ça se peut, si t'es encore malade après ce vol-là, peut-être que tu devrais penser à faire autre arrêter, chose. Ouais. Ben oui. Fait que ça a été l'élément qui m'a, encore une fois, l'orgueil qui m'a dit, ah ouais, je peux plus être malade, il faut pas que je sois malade. Puis j'ai fait la 7e heure, ça a super bien été. La 11e heure, j'étais lâché solo. Puis là, tranquillement, c'est vraiment devenu une passion, dans le sens que ça s'est installé. Elle n'était pas là. Je l'ai développée en devenant pilote. Puis l'idée d'avoir cette licence-là comme backup dans mes poches a fait du chemin dans ma tête beaucoup en me disant, bon, mais écoute, maintenant, là, j'ai ma licence privée, mais j'arrête pas là. Je vais aller chercher la plus grande licence qui existe au Canada. Je veux devenir un airline pilot, la licence AA. Je la veux parce que si jamais la carrière télé finit, ben j'aurai au moins ça. Je pourrais aller avoir un bon emploi avec une belle carrière de pilote. Fait que je l'ai vraiment continué. J'ai fait ça à temps partiel parce que j'étais encore à la télé à ce moment-là. Alors, j'ai fait mon cours sur une période d'à peu près 2 ans. Et je suis devenu à ce moment-là pilote professionnel parce que à 200 heures, la licence que tu as, c'est pilote professionnel. Ça te permet de travailler comme pilote. J'avais encore un emploi à temps plein quand j'ai eu mes licences. Donc, il n'était pas question que je change d'emploi à ce moment-là. Mais quand j'ai lâché le journalisme et que je suis devenu animateur d'émissions de télé, ma vie a été extrêmement chamboulée parce que je suis passé d'un emploi où je travaillais 5 à 6 jours semaine, des grosses journées de 12 heures, qui était le journaliste, parce que, tu sais, je travaillais du matin jusqu'au dernier bulletin de nouvelles le soir. Et quand je suis devenu animateur télé, là, c'était tout autrement. Animateur, on faisait des émissions. Au début, j'avais une émission de voiture qui s'appelait Automania à TQS. Cette émission-là était tournée en rafale. Je tournais 2 jours dans une semaine, puis on faisait 7 émissions. Fait qu'en 13 journées de travail, ma série pour l'année était enregistrée. Même chose quand j'ai animé Le Monde de M. Ripley à l'époque. J'ai fait 59 épisodes en 7 jours de tournage. Alors, j'avais énormément de temps libre à ce moment-là. Et dans ces temps libres-là, j'ai commencé à voler professionnellement. J'ai commencé comme pilote de brousse. Et ensuite, j'ai commencé à travailler pour Aéropro, qui était une petite compagnie d'aviation nolisée basée à l'aéroport de Québec. Et eux, ben, ils me prenaient dans mes temps libres. Ça faisait leur affaire. Il y avait, je le dis encore une fois sans prétention, mais pour eux autres, il y avait comme une vedette de la télé dans leurs avions. Parce que, tu sais, quand j'arrivais, tout le monde me connaissait. J'avais ma face à la télé tous les jours ou presque.
Alors, ça faisait l'affaire d'Aéropro, puis ça faisait mon affaire parce que ça me permettait d'accumuler mes heures, de prendre l'expérience, puis de goûter à la job de pilote tout en étant encore un gars de la télé puis un gars de la radio. Puis, écoute, j'ai fait ça pendant longtemps. J'ai fait de la radio puis de la télé jusqu'en 2017. Là. J'ai pris ma retraite de la radio en 2017, mais j'ai fait ça pendant des années à combiner les deux jusqu'à un moment donné où j'ai toujours été un gars d'affaires aussi là, par la bande. J'ai eu plusieurs entreprises dès mon jeune âge. Et à un certain moment donné, j'ai eu une occasion de reprendre une compagnie de Québec qui s'appelait Aviation Roger Fogg. C'était une compagnie d'hydravion qui était basée au lac Saint-Augustin à Québec. La compagnie avait fait les manchettes pour des mauvaises raisons. Le monsieur avait fait des folies un peu. Et son fils, qui est un grand chum encore aujourd'hui, était pilote, lui, dans une grande compagnie aérienne, qui n'avait pas le temps de s'occuper de l'entreprise de son père, ni le goût, je pense. Et c'est moi qui ai repris les rênes de cette petite compagnie-là en 2005. Alors là, j'avais mes licences de pilote. J'avais commencé à travailler comme pilote professionnel. Je travaillais à la télé de façon sporadique. Je faisais des tournages. Et j'avais ma petite compagnie d'hydravion. Alors là, j'ai appris l'envers de la médaille de la job de pilote, c'est-à-dire la structure commerciale derrière une compagnie aérienne. Alors, les relations avec Transport Canada, les différents emplois qui sont critiques à la licence d'une compagnie aérienne. Et là, j'ai dit, OK, là j'ai quelque chose. Là. Une compagnie aérienne, le gars d'affaires s'est dit, OK, si je veux avoir une grande entreprise, c'est dans l'aviation. Dans l'aviation. Quand même, écoute, tout un parcours. Oui. Mais c'est ça qui m'a amené à Chrono, finalement. On a parti Chrono en 2012. 7 ans après la compagnie d'hydravion, on a parti, Vincent et moi, la compagnie qu'on connaît aujourd'hui. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale, vitesse de conduction nerveuse dans le syndrome du tunnel carpien, la radiculopathie ou la neuropathie périphérique, potentiels évoqués aux soins intensifs, électrocardiogramme dans les résidences pour personnes âgées. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Je vais reculer un petit peu, là. Tu as dit tellement de choses. Écoute, on voit la première chose, tu disais au début, quand tu as commencé tes cours, tu faisais tes cours le lundi, puis le mardi, tu mettais ça en application, puis c'était facile d'apprendre. Penses-tu que le fait que tu faisais ça sans aucune pression, aucun stress, ça facilitait l'apprentissage ou tu avais ça en toi, disons, comme n'importe qui, on a parfois des aptitudes naturelles un peu? Parce que c'était presque un jeu, là, les 10 premières heures, toi? C'était encore, encore la gageure qui... Oui, je pense pas que c'est une question d'aptitude, Jean-Pierre, si tu veux mon avis, parce que j'ai la conviction profonde que dans n'importe quel domaine, si je décide de faire quelque chose, je le fais pour vrai puis je vais au fond. Fait que j'ai pas de demi-mesure ben d'envie à faire des choses à moitié puis à le faire. Oui, c'était un jeu quand j'ai commencé à le faire, mais une fois que je commence puis que je m'engage à le faire, je le fais avec tout le sérieux du monde. Puis j'avais décidé d'obtenir cette licence-là. Alors, j'ai trouvé ça facile parce que je m'y suis mis pour vrai. Puis je pense que n'importe quel jeune qui rentre dans une école de pilotage aujourd'hui avec cette même passion-là, le désir de réussir, puis qui met les efforts nécessaires, je pense qu'il va trouver ça facile. C'est quand tu es... Puis je pense que ça s'applique à tous les domaines. Je parle pas de Danny Gagnon ici ou de l'aviation.
Je veux dire, je suis persuadé qu'avec la passion que tu as, quand tu as commencé ta médecine, tu devais être premier de classe aussi parce que tu avais envie de faire ce que tu faisais, puis tu étais là parce que tu avais décidé d'y être finalement. Alors, je pense pas que j'avais des aptitudes particulières, honnêtement. Je pense que j'avais juste décidé de passer par cette étape-là. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités? Visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Pour que ce soit bien clair pour peut-être les jeunes qui t'écouteraient, là, qui voudraient faire une carrière de pilote, tu fais ta licence de pilote privé. Puis là, tu me parlais de 200 heures. Puis là, je vais être pilote professionnel, mais je me rappelle à l'époque, on pouvait prendre le pilotage aux instruments. Ça, c'était comme des ajouts. Là. Mais disons, vraiment, si on résumait les étapes, là, à partir du moment où on a une licence de pilote privé qui prend, à l'époque, je pense, quelqu'un de doué faisait ça en 30 ou 40 heures, peut-être environ. Aujourd'hui, on calcule 50 heures pour faire une licence Puis privée. comment on se rend assis derrière un Boeing 747? Là? Je veux dire, c'est quoi les étapes, disons? Là? On va faire 50 heures pour obtenir la licence privée. Ça, c'est de la licence qui te permet de voler avec tes amis puis d'avoir un avion à toi ou de louer un avion pour aller t'amuser. Tu n'as pas le droit de travailler. Maintenant, ta licence privée, c'est du vol de jour en ce qu'on appelle VFR, conditions de vol à vue. Là, tu ne peux pas te limiter à ça si tu veux faire une carrière. Alors, la première étape que tu vas faire après ton privé, généralement, tu vas ajouter le vol de nuit pour être capable de voler de nuit. Et ensuite, après le vol de nuit, tu vas commencer à faire ce qu'on appelle le commercial, c'est-à-dire tu vas voler pour accumuler le fameux 200 heures qu'on a besoin pour être un pilote professionnel. Professionnel, ça veut dire que tu as le droit de travailler comme pilote, d'être rémunéré comme pilote. Mais ces heures-là, tu les fais comme pilote privé ou tu les fais dans une compagnie comme copilote? Non, tu n'as pas le droit de travailler. Tu ne peux pas être dans une compagnie. Okay, donc, ces heures-là, tu les fais parce que maintenant que tu as ton privé, tu vas accumuler des heures. Fait que tu vas louer un avion, tu vas partir avec tes chums, tu vas aller dîner à Trois-Rivières, tu vas voler pour le plaisir de voler, mais pour aussi surtout monter tes heures. Et à travers ce plaisir-là, tu vas refaire plusieurs heures avec des instructeurs parce que pour aller chercher, exemple, le vol de nuit, tu vas repasser des heures avec un instructeur. Pour aller chercher le vol aux instruments, tu vas repasser une vingtaine d'heures avec un instructeur. Pour aller chercher la licence de multimoteur, ben là, tu vas avoir encore de la théorie puis un instructeur avec toi sur des heures en multimoteur. Et ultimement, en volant puis en travaillant avec les instructeurs, tu vas finir par accumuler toutes les options, de ce que tu disais, les options, là, on vient de les énumérer, ben, tu devrais finir autour de 200 heures avec ce qu'on appelle la licence professionnelle qui va inclure multimoteur, IFR, donc le vol aux instruments, et ton vol de nuit. D'accord. Là, tu as 200 heures et tu es prêt à avoir un emploi. Mais un pilote de 200 heures, ça ne rentre pas chez Air Canada en partant. Il faut avoir des emplois au début qui nous permettent de monter les heures et d'aller chercher la licence Airline Pilot, la licence pilote de ligne. Cette licence-là, elle est disponible pour toi quand tu as 1500 heures. Alors, de 200 à 1500 heures, tes premiers emplois, ça va être peut-être de la patrouille de feu, ça va être piloter des parachutistes l'été dans une école de parachutisme. Ça pourrait être travailler chez Chrono Aviation ou une compagnie de ce niveau-là comme copilote. Et là, tu vas monter tes heures dans une compagnie, tu vas apprendre à faire du vrai vol commercial en compagnie. Et quelqu'un qui rentre à 200 ou 250 heures chez Chrono, exemple, ou ailleurs, là, ben, quand il va être rendu à son 1500 heures, il va normalement se faire offrir la
possibilité d'être capitaine sur le premier avion sur lequel il va avoir commencé. Fait que si tu prends un 9 passagers, tu commences comme copilote, tu vas faire 1 an et demi à peu près avant de pouvoir être capitaine sur cet avion-là. Puis quand tu commences à avoir du temps de capitaine, ben là, aujourd'hui, dans le marché actuel, à peu près toutes les portes s'ouvrent à toi parce qu'il y a une pénurie mondiale de pilotes et n'importe quel pilote aujourd'hui à 1500 heures, là, ce que ça prend pour la licence pilote de ligne, ça t'amène à peu près n'importe où. À 1500 heures, tu vas pouvoir rentrer chez Air Canada, chez Air Transat, pardon, à 2000 heures, tu rentres chez Air Canada, alors qu'il y a 15 ans de ça, Air Canada demandait 4000 heures, puis Transat demandait 3000 heures. Donc, les jeunes pilotes, ils passaient entre, je vais te dire, 1 an et demi et 4 à 5 ans dans une plus petite compagnie avant d'accéder aux ligues majeures, aux grandes compagnies aériennes. La période était plus longue parce que les minimums d'heures pour aller sur les gros airlines, ils étaient beaucoup plus élevés. La pénurie a fait diminuer beaucoup ce nombre d'heures minimum-là, de sorte qu'un jeune pilote aujourd'hui qui commence son cours puis qui le fait à temps plein, on peut penser que tu vas obtenir ton commercial en 18 mois à peu près. Et une fois que tu as ton commercial, tu vas avoir un emploi généralement assez rapidement parce que toutes les compagnies cherchent des pilotes. Puis un autre 18 à 24 mois plus tard, tu vas être rendu chez Transat ou chez Sunwing. Mais la fenêtre, donc, c'est très rapide. La fenêtre chez Chrono, donc toi, les pilotes restent très peu de temps, là? Oui. C'est un enjeu. Il me semble que tu m'en avais déjà parlé, ça, de ton roulement roulement c'est de sûr, pilote. c'est un enjeu, mais en même temps, on est conscient et on a toujours eu ce rôle-là. On est un peu une pépinière à pilote pour les grandes lignes. Puis on est très conscient qu'un jeune de 22 ou 25 ans qui commence chez Chrono, ce serait un peu débile de rester chez Chrono, dans le sens qu'on offre des super conditions, puis on est une super belle compagnie, mais on ne pourra jamais rivaliser avec un Air Canada de ce monde qui offre des pensions à vie, puis la possibilité de voler les plus gros porteurs au monde avec des salaires qui frôlent les 400 000 $ par année. Alors, un jeune qui veut faire carrière va obligatoirement nous quitter. Ce qui a changé, c'est que le jeune qui passait, comme je disais tantôt, entre 4 à 5 années chez Chrono, maintenant va passer 2 ans chez Chrono avant de quitter. Donc, on a une rotation plus grande. C'est vrai dans 90% des cas, ce que je raconte là, parce qu'il y a des jeunes qui essayent les lignes aériennes majeures et qui n'aiment pas ça. Okay. Il y a des jeunes qui choisissent de rester à Québec, exemple, pour les enfants, pour la vie familiale, pour le cercle d'amis, et qui ne voient pas du tout d'avantage à aller commencer une carrière à Toronto, à partager un appartement avec 8 autres personnes parce que ça coûte trop cher, puis les salaires sont, crois-le ou non, sont plus bas chez Air Canada qu'ils le sont chez Chrono quand tu commences. Alors, il y a des jeunes qui choisissent de ne pas y aller, mais c'est un petit pourcentage. La plupart des jeunes, puis je ne sais pas si c'est comme ça dans ton domaine, mais les jeunes rêvent d'être assis dans le plus gros jouet. Alors, c'est comme un rêve ultime. Si tu es pilote, ben tu rêves de piloter dans le temps, on disait le 747. Aujourd'hui, les gars vont rêver du 787. Okay. Parce que c'est la plus grosse machine possible. Puis évidemment, les salaires vont avec. Fait que c'est quand même plus fréquent de voir des jeunes qui ont ce rêve-là que des jeunes qui vont choisir pour des raisons personnelles de rester à Québec dans de la plus petite aviation. Dis-moi, toi, comme propriétaire d'entreprise, est-ce que tu pilotes encore tes avions là, comme pilote ou... En fait, oui, je suis encore pilote officiellement. Ça fait plusieurs années, là, ça fait un peu plus de 3 ans que je n'ai pas piloté. Ça fait un petit bout de temps. Je retourne en formation au mois de novembre de cette année. Et c'est un choix que j'ai fait de ne pas piloter. En fait, il y a 2 raisons qui m'ont amené à prendre une pause. La première, c'est les enfants. J'ai eu 2 jeunes enfants un peu collés, puis je me voyais pas quitter. Moi, je volais, avant d'arrêter, je volais sur un jet privé et ça m'amenait à faire des vols où l'avion reste à destination. Okay. Alors, mon client, il me demandait 4 jours à Punta Cana, ben, je partais 4 jours à Punta Cana, puis la semaine d'après, c'était 4 jours à Vancouver, puis la semaine d'après, on s'en va à Paris. Alors, j'étais souvent parti, puis je trouvais que cette vie-là, pour avoir 2 jeunes kids à la maison, ça n'avait pas d'allure. Puis à peu près au même moment, la crise de la COVID a frappé et on n'avait pas le droit de voyager. Donc, l'avion, le jet était groundé de toute façon.
Fait que j'ai passé beaucoup de temps. Moi, je me suis un peu évadé du Québec quand la crise a frappé pour des choix personnels d'avoir une qualité de vie un peu meilleure que celle qui était imposée au Québec. Et j'ai passé énormément de temps en Floride, finalement, pendant la crise. Donc, ça me tentait pas du tout de revenir pour faire des vols au Québec. Donc, ça m'a fait prendre une pause. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu as une licence de pilote, c'est un peu comme quand tu apprends à faire du vélo, c'est-à-dire que tu ne perds pas ta licence, tu ne perds pas tes capacités, mais évidemment, dans le domaine commercial, on doit renouveler nos formations puis nos licences à chaque 6 mois. Donc, moi, je vais avoir une formation qui va durer 30 jours là, à partir du 1er novembre. Puis 30 jours après, je vais être sur la ligne, sur un porteur que je vais choisir de voler. OK. Puis, comme propriétaire d'entreprise, je n'ai pas le temps de voler autant que je le souhaiterais. Je suis un pilote, mais je suis aussi un homme d'affaires aujourd'hui qui gère une business de 300 employés. Donc, forcément, je dois passer du temps dans mon bureau. Puis autant j'aime voler, puis je veux continuer de le faire parce que je veux rester groundé sur mes opérations. Je veux fréquenter mes pilotes. Je veux voir le service qu'on offre à mes clients. Je veux le vivre pour être capable de corriger puis d'améliorer ma business. Mais quand je fais une journée de vol et que je quitte pour 8 heures, ben, les 8 heures où je ne suis pas devant l'ordinateur en train de prendre mes emails, ça me punit énormément parce que quand j'arrive à destination puis que j'ouvre mon ordinateur, j'ai 250 emails non lus. Alors, j'ai comme une deuxième journée qui commence. Non, alors, ça devient très difficile de combiner les deux. Alors, même en me renouvelant comme pilote, mon objectif, c'est de voler, je te dirais, peut-être un 4 à 5 jours par mois. Okay. Je ne pourrais jamais refaire ce que j'ai déjà fait, c'est-à-dire de voler 15, 16, 17 jours dans un mois, ce qu'un pilote de ligne fait normalement, là, entre 12 et 18 jours par mois. Je ne peux pas faire ça aujourd'hui en gérant la compagnie. Mais je ne te dis pas que, tu sais, avant de débuter l'émission, quand on se parlait, tu me disais, je pense qu'il ne faut pas arrêter de travailler. Alors moi, ma retraite un jour, ça sera ma retraite d'entrepreneur. Mais je me vois très bien piloter des avions comme hobby pour me garder le cerveau à on, continuer d'étudier sur des nouveaux équipements, sur de l'avionique, sur la météo, pour m'amuser. Et à ce moment-là, peut-être que oui, je pourrais voler un peu plus que 4 à 5 jours par mois. OK. Est-ce que pilotes-tu des petits avions, des Cessna, des choses comme ça? Ou ça fait une éternité? Ça fait longtemps, mais je veux dire, j'aime encore ça. T'aimes ça? OK. Que je jouerai un. Oh oui, moi, écoute, si j'avais un avion, mettons que j'avais le choix là, de toucher à un seul avion, mettons qu'il fallait que j'abandonne toutes les autres licences puis que je choisisse l'avion sur lequel je vais voler jusqu'à la fin de mes jours, je pense que je retournerais sur un hydravion. OK, c'est drôle parce que mon ami, le commandant Piché, que j'avais eu d'ailleurs en entrevue il y a un bon moment déjà, donc a pris sa retraite de l'aviation, puis... Puis là, je lui demandais, Robert, pilotes-tu encore? Il dit non, il dit, moi, je l'ai fait, c'est réglé. Puis j'ai dit, pilotes-tu des petits avions? Il dit, es-tu malade? C'est bien trop dangereux. Ben, il a raison. C'est un peu utopique parce que c'est vrai que quand tu commences en aviation, tu voles les avions les plus dangereux de ta carrière. Avec le moins d'expérience. Exact. La vie, malheureusement, est faite comme ça dans l'aviation. Les petits avions, c'est très dangereux pour plein de raisons. Les normes ne sont pas les mêmes pour la maintenance. La rigueur n'est pas la même pour les pilotes. Puis la rigueur n'est pas la même pour les pilotes privés qui t'entourent aussi quand tu voles ce genre de petits avions-là. Tu voles à des altitudes plus basses. Il y a des gens qui n'ont pas de radio dans les avions. Il y a des gens qui sont moins, disons... professionnels, qui sont plus en mode amateur, mais qui profitent puis qui aiment ce qu'ils font, puis c'est bien correct. Mais il y a des aéroports où moi-même, j'ai décidé de jamais aller dans ma vie. Là, à Mascouche, jamais j'ai voulu aller à l'intérieur de ma vie. Trop de privés, trop de monde qui ne savent pas ce qu'ils font. Puis je me dis, s'il y a une place dangereuse, c'est bien ça, mais c'est vrai que les petits avions sont plus dangereux. Mais le feeling de liberté de pouvoir partir en hydravion, Jean-Pierre, dans le Nord, où tu n'as plus de contrôle, il n'y a pas de tour de contrôle, il n'y a pas de NAV Canada qui te parle, tu mets de la musique dans tes écouteurs, puis tu voles à basse altitude au-dessus de territoires qui ont l'air vierges parce qu'il n'y a presque personne. Écoute, ce feeling, tu sais, les gens qui disent, moi, je rêvais de voler parce que je voulais être comme un oiseau, ben, le feeling le plus proche que j'ai connu d'être libre comme un oiseau puis de voler, c'est sur hydravion. Dans le nord du Québec. Quand même. Dis-moi, Danny,
On doit faire prochainement un épisode avec un collègue chirurgien pilote de Saint-Georges, Dr Simon Drouin, pour parler un petit peu des corollaires ou des similitudes entre on fait souvent dans la littérature scientifique chirurgicale, il y a beaucoup de corrélations entre le métier de pilote et de chirurgien. On aura peut-être l'occasion d'en parler au cours des prochains mois, mais un peu pour mettre la table, parce que dans la pratique médicale, il n'y a pas vraiment pas de restrictions, là. Moi, comme chirurgien, je peux travailler pendant 48 heures en ligne. Personne ne va venir m'arrêter. Il n'y a pas beaucoup de contrôle. Ça se discute. Les gens se demandent si c'est normal. À un moment donné, les gens disent il y avait de la littérature, parce qu'il y a de la littérature scientifique qui démontre que quand tu n'as pas dormi pendant 24 heures, ton acuité intellectuelle est comparable à un taux d'alcoolémie de 0,1. Donc, au-dessus de la limite légale pour conduire. Il y a des chirurgiens qui opèrent dans ces conditions-là. Donc, tout ça, on pourra en discuter peut-être plus tard. Non, mais ça fait partie un peu de... En même temps, on se dit qu'il y a une portion de la fatigue qui est peut-être compensée par l'expérience ou mais ça ouvre la porte à des erreurs. Donc, je mets la table finalement pour une question où je te demanderais dans l'aviation quelles sont les normes en termes d'heures de pilotage, consommation, drogue, alcool, test antidopage ou autre. Est-ce qu'il y a de la structure autour de ça pas mal? C'est tout le contraire de ce que tu décris, parce que c'est extrêmement régi. Puis c'est pire encore depuis décembre dernier, parce que Transport Canada a changé les règlements concernant les temps en devoir pour les pilotes. Précédemment, là, le temps en devoir normal pour un pilote, c'était 14 heures. Donc, les pilotes avaient le droit à une journée de travail de 14 heures. Ça ne veut pas dire 14 heures de vol, mais ça pouvait vouloir dire presque 13 heures de vol dans une journée, parce qu'on calcule environ 1 heure de préparation avant le départ. Okay. Ça, c'est du temps en devoir. Puis on calculait 15 minutes après le dernier atterrissage. Mais ça pouvait faire des journées extrêmement longues et chargées. Là, la loi qui a changé, ça réduit les temps en devoir justement en fonction des cycles circadiens. Donc, selon l'heure de décollage maintenant, on est limité à des journées beaucoup plus courtes. Alors, ils ont statué que un pilote, exemple, qui décolle à passer 23 heures, étant donné que le cycle circadien va travailler contre son acuité, lui, on va lui permettre de voler seulement 9 heures de temps en service ou 10 heures de temps en service au lieu des 14 qu'on avait précédemment. Puis, je dis on avait 14, mais il y avait même des façons d'extensionner ça jusqu'à 17 heures si on avait une pause dans la journée quelque part. Donc, si on atterrissait et qu'on avait une pause de 4 à 5 heures, on pouvait ajouter la moitié du temps qu'on se reposait sur la journée en devoir. Ils sont extrêmement sensibles à la fatigue. Dans notre business, ça a été démontré que la plupart des accidents sont encore malheureusement dus à des facteurs humains, donc très rarement dus à des facteurs mécaniques ou de bris. Quoique je dis ça, puis les derniers déboires de Boeing me font mentir un peu, là, c'était tout le contraire, mais dans l'industrie, c'est encore énormément le facteur humain qui est responsable Boeing, tu me corrigeras, derrière, si on parle des mêmes événements, derrière les accidents de Boeing, c'était une décision humaine, je pense quand même d'avoir laissé sortir... D'avoir laissé sortir l'avion en enlevant des mécanismes de contrôle pour les systèmes anti-décrochage, je pense. Tu as raison. C'est ça. Tu as raison. On pourrait dire c'est une décision humaine de couper un peu. Là, À ce niveau-là, tu as raison. C'est une décision humaine qui a été prise de laisser aller un avion alors que des gens savaient qu'il fallait pas. Mais tout ça pour dire qu'il y a une sensibilité très, très grande dans l'aviation. Aux facteurs humains, puis à l'incidence, donc, autant du sommeil que de la consommation d'alcool. Alors, oui, la consommation d'alcool, la consommation de drogue est surveillée, elle est interdite. L'alcool, c'est 12 heures avant. La drogue, en fait, un pilote ne devrait pas, parce que même s'ils ont légalisé la marijuana, nous, on dit qu'un pilote ne devrait pas avoir consommé de la drogue 28 jours avant un vol. 28 jours. C'est très difficile à surveiller, je vais être honnête avec toi, parce que malgré le fait qu'on a, dans les contrats de travail de pilote, on a une clause qui dit qu'à tout moment, on peut avoir des infirmières le matin avant un vol qui prendraient une prise de sang ou test pipi pour vérifier. Évidemment, on ne fait pas ça tous les jours, on le fait à l'occasion.
Donc, les tests pipi, ça peut nous donner une bonne indication sur la santé générale, mais pas sur toutes les consommations. Donc, j'ai pas la prétention, ni je ne vis pas dans le pays des calinours. Je ne crois pas que le 28 jours est respecté par tous les pilotes pour ce qui est de la consommation de Marie. Je ne crois pas ça du tout. Je pense qu'il y a des pilotes qui sont très stricts puis qui vont respecter les règles, mais je pense aussi qu'il y en a d'autres qui se disent, ben, qui va le savoir de toute façon? Puis il n'y a pas de littérature sur des cas où il y aurait eu des mises à pied suivant des tests qui ont été effectués. Alors, c'est un peu à la discrétion puis dans le professionnalisme du travail de dire aux pilotes, ben, tu as 12 heures que tu dois respecter sans consommation d'alcool. Puis autant, je veux pas être méchant, autant je connais des privés qui ont des chalets dans le Nord puis qui partent avec leur hydravion puis qui vont se prendre un petit verre de vin puis qui reviennent après. Puis tu sais, je n'encourage pas ça, je suis pas d'accord avec ça, mais je sais que ça se fait. Mais au niveau professionnel, écoute, ça commence à faire 20 ans que je suis dans l'aviation, là. Je n'ai jamais vu de ma vie un pilote qui gagne sa vie comme pilote oser transgresser cette règle-là par crainte d'être vérifié ou juste juste par intelligence d'affaires, de se dire, ben, c'est une grande responsabilité quand même, puis je dis pas qu'elle est plus grande que celle d'un chirurgien, au contraire, là, je trouve ça quasiment ébranlant ce que tu me racontes, mais il y a une responsabilité énorme pour un pilote qui monte à bord d'un cockpit d'avoir la vie des gens derrière toi sur tes épaules, puis de ne pas faire d'erreur. Et ne pas faire d'erreur, ça implique être sharp. Puis être sharp quand tu es lendemain de brosse ou quand tu as pris de l'alcool moins de 12 heures avant. En fait, tu peux te faire croire à toi que tu es sharp, mais moi, je pense pas que tu peux l'être pour vrai dans un environnement où tout peut changer en un claquement de doigts. Et c'est ça, l'honneur de la guerre, on a souvent dit des pilotes, puis je pense que c'est encore une phrase qu'on entend, les pilotes ne sont pas payés pour ce qu'ils font. Et tu sais, je reviens à ce que je disais en début d'émission quand je disais mon chum Vincent, je l'ai pincé en disant qu'il faisait rien dans le cockpit. Un pilote, c'est pas payé pour ce qu'il fait en général, puis de moins en moins, en fait, parce que aujourd'hui, avec tous les systèmes qu'on a à bord des avions, là, on est des programmeurs informatiques. On programme l'avion, ça prend 15 minutes, puis une fois que le décollage est fait, tu es sur l'autopilote à 5000 pieds, puis tu ne retouches pas à l'avion avant de préparer ta descente. Donc, tu n'es pas payé pour ce que tu fais, tu es payé pour ce que tu sais faire. Puis tu es payé pour quand ça dérape. Puis personne ne souhaite que ça dérape. Mais quand ça dérape dans un cockpit, Jean-Pierre, là, ça dérape vite en maudit. Puis tu as besoin d'être là en tabarouette. Parce que, tu sais, plus l'avion est gros, plus ça va vite. Puis plus ça va vite, plus ça va vite dans l'air, plus ça va vite dans le cockpit. Alors, en cas d'urgence, si tu n'es pas à 100% de tes capacités, il y a des bonnes chances que ça finisse avec une histoire dans un rapport d'accident. As-tu déjà été dans une situation de cette nature-là? J'ai pas vécu d'urgence majeure dans ma vie. Exemple, j'ai jamais eu d'écrasement ou d'accident ou d'incident aéronautique, mais j'ai quand même eu déjà en carrière plusieurs moments où ma tête a été utilisée à 110%, le calme et le savoir-faire, ce qu'on m'a enseigné, a été appliqué. Alors, ça n'a pas besoin d'être des urgences où tu vas déclarer une urgence nécessairement, mais il y a des urgences il y a des situations qui peuvent devenir des urgences pour un pilote. La perte de générateur, la perte d'instruments, la perte de moteur en vol. La perte de moteur en vol ne devrait pas être critique en principe sur un avion bimoteur, évidemment, là. Mais c'est quand même critique quand tu perds un moteur parce que, bon, il t'en reste juste un, puis deux, tu as très peu de temps pour configurer l'avion pour qu'elle devienne en mode monomoteur si c'est un twin. Puis je vais vous donner un exemple clair, mais en 2010, l'écrasement à Québec d'Aéropro sur un King Air 100 au départ de la piste, je pense que c'était la 3.0 à l'époque, qui est devenue la 2.9, là, juste parce que le magnétisme de la Terre a tourné. Oui, exact. Mais ce décollage-là, là, c'est rien de plus standard qu'une journée, je ne veux pas dire plate, mais c'est un petit vol normal avec 2 pilotes qui savent ce qu'ils font, puis 5 passagers ou 7 passagers en arrière. Puis au décollage, la perte d'un moteur,
a fait en sorte que ça laissait au pilote dans le cockpit quelque chose comme 15 secondes C'est pas beaucoup. pour configurer et reprendre le contrôle de l'appareil, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire malheureusement. Ça a terminé en tragédie, mais ils avaient 15 secondes. Ils ont eu une fenêtre de 15 secondes dans laquelle ils auraient dû normalement là, prendre le contrôle de l'avion puis gérer la crise qu'ils ont eue. Alors, quand je dis que ça se passe vite, c'est que c'est rarement quelque chose qui... Tu as rarement un signal d'alarme quand quelque chose va déraper en avion. C'est rare que tu vas te faire avertir avant qu'un moteur arrête, ou tu vas te faire avertir avant de te faire frapper par la foudre et perdre ton cockpit et tes instruments. Quand ça se passe, ton monde vire à l'envers assez vite, puis c'est là où je dis que si ton acuité n'est pas à 100%, mais je ne dis pas que ça va nécessairement mal finir, mais disons que ça réduit assurément les chances que ça finisse bien. Comme pilote, est-ce que parfois ton copilote peut être un enjeu? Les gens pensent que le copilote a une formation différente ou n'est pas aussi bon que le capitaine, et c'est totalement faux. La différence entre le copilote et le capitaine, c'est uniquement de l'expérience. Okay. L'expérience, c'est une chose qui ne s'achète pas, puis c'est bien correct d'avoir un capitaine avec beaucoup d'expérience dans un avion. C'est l'expérience qui, à quelque part, assure un niveau de sécurité supplémentaire. Mais un jeune pilote, il a la même formation que le capitaine. C'est égal. Ils ont le même simulateur, ils ont les mêmes entraînements biannuels ou annuels, ils ont la même formation initiale. Et ce qu'on dit dans l'industrie à un copilote, c'est « speak up ». Si quelque chose, à tes yeux, semble bizarre ou anormal, ton devoir, c'est de le dire. Parce que ça se peut que ton vieux capitaine à côté ait fait une erreur, qui n'ait pas vu quelque chose. Et si toi, parce que le capitaine vire à gauche, puis tu ne poses pas de questions parce que tu penses qu'il faut aller droit, mais s'il vire à gauche, il vire à gauche, ça doit être parce qu'il faut aller à gauche. Tu ne peux pas agir comme ça dans un avion. C'est pour ça qu'on a deux personnes. Les jeunes, aujourd'hui, moi, je suis estomaqué de voir à quel point ils sont rapides sur tout ce qui est nouveaux équipements d'avionique, la programmation, les GPS, les ordinateurs. Ils sont très forts. Puis, j'ai beaucoup de capitaines chez moi qui sont plus âgés, là, des gens qui ont fait leur carrière puis qui viennent s'amuser chez Chrono à la retraite pour continuer de voler parce qu'ils ne veulent pas arrêter, justement. Et ces capitaines-là ont l'intelligence d'écouter les jeunes à côté d'eux. Okay. Ils ont le devoir de transmettre des compétences puis des connaissances. Ça, c'est parfait. Mais c'est pas vrai que c'est à sens unique. Les jeunes apprennent beaucoup aux plus vieux. Les jeunes arrivent avec une énergie, avec une vision différente. Puis un capitaine qui n'écoute pas ça mène aussi à des accidents. Puis il y a des cas de répertoriés, surtout dans les pays asiatiques, où le capitaine était vu comme un dieu. C'était une culture, à ma connaissance. Exact, c'est une culture. On disait quasiment au copilote, t'es là comme une poche de patate, ta job, c'est de me servir un café, puis ferme ta gueule. Puis ça, c'est une culture qui a mené à plusieurs crashs. Ça a été démontré dans plusieurs rapports. C'est une culture à ne pas avoir. Alors, moi, je ne vois pas d'enjeu avec des copilotes. Je vois de la fraîcheur, je vois un vent de jeunes allumés sur de la technologie plus que les plus vieux. C'est sûr qu'un gars de 200 heures dans un cockpit, il a beaucoup à apprendre. Puis le capitaine, il est là pour le faire. Mais tu n'as pas le droit de te péter les bretelles en disant « c'est moi le capitaine, puis j'ai raison ». Okay. Ça se peut que tu aies raison, mais il faut que tu écoutes ton copilote parce que ça se peut que lui aussi ait raison. Ça revient encore aux similitudes entre la chirurgie et le pilotage. On appelle ça, je pense, dans le domaine de l'aviation, le « deadly mindset error », si je ne m'abuse. Oui, exactement. Des pilotes dans un cockpit, peut-être tu parlais de la composante... On fait beaucoup référence à ce qu'on appelle le CRM, pour Cockpit Resource Management, c'est-à-dire utiliser les ressources que tu as dans le cockpit. Et s'il y a deux pilotes dans un cockpit, c'est pas pour rien. Tu sais, les gens ne savent pas ça. Souvent, les gens me disent « Ah, est-ce que tu es pilote ou copilote? » Les deux font la même job. Hein? Je veux dire, sur n'importe quel vol, là, quand tu prends un vol pour aller en Floride demain matin, là, le gars qui décolle l'avion puis qui vole l'avion pour se rendre en Floride, c'est pas lui qui va le ramener. C'est le copilote il change de rôle. Il ne change pas de siège, mais il change de rôle. Donc, les deux pilotes font le même nombre d'heures de vol sur un vol et les deux pilotes sont appelés à faire exactement les mêmes tâches. Okay. C'est chacun son tour. Okay. Alors, le copilote, c'est pas une poche de patate. Le copilote, c'est un futur capitaine.
qui prend son expérience à côté d'un gars qui, normalement, devrait lui passer des bons trucs puis du savoir-faire. Et respecter ses compétences. Puis respecter, oui, exactement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'entrevue avec M. Danny Gagnon, pilote professionnel et homme d'affaires. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.